Les paroles que vous allez entendre ont été recueillies auprès des victimes des inondations de juillet 2021 dans les vallées de l'Ourthe et de la Vesdre. Les pompiers disaient « rentrez chez vous ». Moi, je leur disais « je ne veux pas rentrer chez moi, je veux aider ». Maintenant, 6 mois plus tard, c'est les murs qui tombent, les champignons qui viennent, et quand on entend qu'il y a des montées d'eau, on s'angoisse, on ne dort plus. À la limite, les morts, ils sont plus tranquilles. Vous êtes d'ici? Non? Si vous êtes confronté à ça, alors vous allez la voir, la réalité. Ça vous arrivera aussi à vous. Vous tracassez pas. Ça vous arrivera. Il n'y a que 2 montagnes qui se rencontrent pas dans la vie. Pour une raison ou une autre, ça va vous arriver. Et vous n'aurez pas d'aide non plus, c'est pareil. À moins que vous n'ayez beaucoup d'argent. Alors... Il y en a qui ont de l'argent, hein. Partout, il y en a qui ont de l'argent. On a trouvé un cadavre. Il est resté 15 jours sous les troncs et la végétation. On l'a repéré à l'odeur. Toute une journée, on a eu des spécialistes pour l'identifier. C'était un monsieur de Verviers. Arrivé de Verviers jusqu'ici. Il y a toujours de l'eau à la place où on l'a trouvé, on ne sait pas pourquoi. Toujours une petite mare. J'ai vraiment senti une différence entre les images de la télé et les témoignages des gens. À la télé, on ne sentait pas la peur. Il y en a qui ont pété les plafonds à coups de poing pour pouvoir respirer. Je vous donne ma parole d'honneur que je n'ai pas pensé que j'allais mourir. Je me disais, reste tranquille, tu as un ange avec toi. Tout compte fait, je le croirais bien. Mais après, ma fille me disait que je pleurais en dormant. Mais je ne saurais pas vous dire pourquoi je pleurais. Il y a un fou dans le quartier, et de temps en temps, les fous, il faut les écouter, qui criaient, alors qu'il n'y avait pas encore d'eau dans notre rue, « Vous allez voir, vous allez avoir de l'eau jusque-là. » Et avec sa main, il montrait le haut de la boîte aux lettres. Et c'est ça qu'on a eu. J'étais bloquée à l'intérieur, à la fenêtre. L'eau arrivait à ma nuque. J'ai crié, mais on n'entendait que la voix de l'eau. J'ai vu passer une voiture. Il y avait une famille dedans, 2 enfants à l'arrière. Ils criaient « S'il vous plaît, aidez-nous, aidez-nous ». Je suis là, je regarde, je pouvais faire quoi? Ils sont partis. Où sont-ils arrivés? À un moment, je vois un cheval passer dans l'eau. Il était vivant. Il a été emporté jusqu'à Anzival. Là, c'était la mer. On est resté pendant 10 heures debout sur le poêle, le chien dans les bras de mon mari pendant tout ce temps. Dans la cuisine, le frigo flottait. Mon mari a réussi à l'attraper et à mettre le chien dedans. Personne ne venait parce qu'on pensait qu'on était mort. Pendant 2 jours, on est descendu dans les caves pour vider l'eau. Tout était mélangé. Il y avait des excréments, des crasses. J'avais des bottes trouées, j'avais beau mettre des sacs poubelles autour pour essayer d'avoir les pieds au sec, l'eau rentrait, et j'avais mal. Finalement, mon pied était tout gonflé. Impossible de rentrer dans ma botte. Je suis allé voir la dame de la Croix-Rouge, et elle m'a dit « Soit vous arrêtez, soit on va vous couper la jambe. » Le plus dur, c'est de montrer aux gens que ça va. Il y a des fois où je voudrais me trouver au milieu d'un bois, avec personne aux alentours, pour hurler. Je suis resté dans la cour de l'école, de minuit à 5 heures du matin, avec 3 autres enfants et une amie de ma maman. J'avais froid et j'étais fatigué. On se faisait des films. On se disait que le village allait s'écrouler sur nous. Toutes les alarmes sonnaient, toute la nuit. Je n'avais pas de nouvelles de mes parents, ni de mes papiers et mamies. Le lendemain, en rentrant, j'ai vu que le lapin de mon petit frère n'était plus dans sa cage, et là, j'ai senti que... Le premier qui est venu nous aider, c'est un SDF. Il se promenait dans la rue et il est venu. On le remercie en lui donnant à manger, on a même fait une collecte pour lui.
Il a aidé tout le monde dans la rue. Même les pompiers l'appelaient. D'ailleurs, on l'a surnommé le pompier. Ce qu'il a fait, c'est formidable. Formidable. Quand je suis revenu chez moi, j'ai vu une forme dans l'arbre en face. C'était un corps. Une femme criait « Dites-moi si c'est mon mari ». Quand les pompiers lui ont dit que c'était lui, elle s'est couchée sur la route pour pleurer. Un dimanche matin, on faisait tomber le plâtre du plafond et on voit arriver un petit bonhomme avec un seau, une pelle, une brosse. Un Flamand, Édouard. Il était 8h15 du matin, il était venu de Bruges en train puis en bus. Il avait dû se lever avant 5h. Des gens comme ça, on en a vu des tas. Sur la route, des gens passaient pour regarder. Une dame montrait nos maisons à ses enfants. Même la Croix-Rouge entrait sans frapper. On se sentait dépossédé, envahi. Un lieu sinistré, les gens croient qu'il appartient à tout le monde, mais non. Même sinistré, c'est chez nous. Mon père était poète, et j'ai perdu tous ses poèmes avec les inondations. 20 ans, à mettre tout mon argent dans ma collection de vinyles. J'en avais 35 000. On a essayé de faire sécher les pochettes pendant des heures, mais elles gondolaient. On ne savait plus y mettre les vinyles. Et j'ai perdu mon disque au bar. Il s'est soulevé et tout ce qui était dessus, platine, table de mixage, est tombé dans l'eau. On ne reconnaît plus le paysage. Dans les rues où on passait tous les jours, on ne se repère plus, avec les maisons abattues. On se dit « Qu'est-ce que je vois ?» Il y a une maison éventrée où on voit une garde-robe ouverte et les robes restées là, au vu de tout le monde. Pour les assurances, quand on téléphone, on est toujours sur répondeur avec une liste d'attente. Vous êtes le numéro X sur la liste. On passe des heures sans réponse et puis la communication se coupe et on doit tout recommencer. Tapez 1, tapez 2, tapez 3. On se croyait habitué à ces répondeurs-là. Mais moi, après tout ce qu'on a vécu, je veux une voix qui me réponde. Quelqu'un qui me parle. Le plus dur, c'est quand la voisine dit « J'ai des vêtements de la Croix-Rouge, viens essayer ». Nous, on a toujours donné. Sans être dans le luxe, on n'a jamais été dans le besoin, on n'a jamais manqué de rien. Et là, je devais fouiller dans les cartons de la Croix-Rouge. Les gens qui viennent ici depuis d'autres pays doivent se sentir humiliés, comme nous on l'a été. Il y a des gens qui débarquent de l'autre côté de la Belgique et qui te forcent à prendre. Des brosses à dents pour 20 ans. Toutes les boîtes de thon de Belgique. Tu te retrouves à trier des repas périmés. T'as beau dire que t'en veux pas, des chaussures à talons taille 38, rose fluo, trop petites pour toi, tu te retrouves à faire un tri de ce que les gens te donnent après avoir fait un tri de tes propres affaires. La maison était grande ouverte. 5 châssis arrachés et un bazar incroyable venu du GB d'à côté. Toutes les marchandises voyagées, il y en avait partout, de tout. Donc tout était ouvert et il fallait voir quelle sorte de gens se baladaient. Il y avait des pillards. On faisait des rondes. Pendant plus d'1 mois, j'ai passé la nuit à ma fenêtre avec du café et mon chien. J'avais un fusil d'alarme et une carabine à plomb. J'ai utilisé le fusil d'alarme pour les faire fuir et la carabine à plomb quand ils ne partaient pas. Ma voisine de 87 ans, sa porte ne fermait plus à cause de l'humidité. La nuit, elle a entendu du bruit, elle est descendue et elle a vu sous sa porte les pieds d'un pilleur qui est parti en l'entendant. La police lui a dit « Vous n'avez vu que ses pieds ? Et votre porte ne fermait pas ? Alors on ne peut rien pour vous. » Mais si au moins ils étaient passés, ça l'aurait rassurée. Là, même avec sa porte réparée, elle n'en dort plus. Elle me dit « Je vois toujours ses pieds. » Je dors en bas. J'arrive plus à dormir en haut comme la nuit de la crue. Je suis pêcheur. Je connais les bruits de la Vesdre, ses humeurs. Le plus dur, c'est quand il pleut. La pluie me donne le cafard. Je dors pas.
J'ai peur que ça déborde. J'ai vu des personnes âgées pleurer. Elles pleuraient, mais elles ne voulaient pas partir. Elles montaient à l'étage. Je me suis dit, on ne peut pas laisser les gens comme ça. On a pris tout ce qu'on a pu sauver comme nourriture qui n'était pas touchée par l'eau, des produits d'hygiène, d'entretien. On a travaillé pendant 2 mois, 7 jours sur 7, à distribuer des repas 2 fois par jour. Les gens venaient pour se réchauffer, boire un verre, chercher du matériel. On a travaillé sur les besoins des gens. Des risques, on en a pris. On entendait crier au secours. Encore fallait-il aller les chercher. Des gens bloqués dans leur voiture. Des gens enfermés chez eux car le châssis avait gonflé. Des gens isolés sur une île. Un vieux en hypothermie. On n'oubliera jamais. Leur regard. On n'a pas connu la guerre, mais on a connu ça. Début août, on nous a dit « Vous ne pourrez plus jamais rentrer chez vous ». La commune a profité des inondations pour passer les bulldozers. Résultat, les gens se sont retrouvés à la rue, une centaine de familles. Le café avait tout réaménagé après les 2 ans de Covid. Et maintenant, ils arrêtent. La fleuriste, qui donnait un peu de vie dans le quartier, c'est fini. La moitié des gens sont partis. Le défi, ça va être de ramener la vie ici. Oui, ce sont bien nos planchers. On les a débités pour les mettre dans le poêle. On chauffe tout le temps pour sécher les murs. On bouffe nos économies pour un truc qu'on n'a pas demandé. À la fin, on est en vie. Ça se résume à ça. Je devais parler devant les caméras. J'ai dit « Oui, le climat est responsable. Mais celui qui n'a pas pris la bonne décision au bon moment, c'est lui qui est responsable. » Il y avait 5 chaînes de télé pour faire le tour avec le climatologue, mais ce que j'ai dit, ils l'ont coupé. Il y a trop de béton. Ici, il n'y a plus un brin d'herbe. On vit dans un monde où il y a de plus en plus de béton. Ça nous a appris. On doit se relever de ça. Les générations de maintenant doivent comprendre. Nos politiques doivent comprendre. Il y a des gens qui n'ont pas eu de chauffage ni d'eau chaude pendant tout l'hiver. Une dame de 87 ans, inondée, des champignons partout chez elle. Elle doit remplir des tas de papiers, elle n'a pas Internet, et elle me demande des chaussettes parce qu'elle a froid. Alors, il faut ouvrir les yeux et se dire « Qu'est-ce qu'on a fait pour eux dans la durée ? Où devons-nous mettre les priorités ?» On a eu beaucoup de personnes âgées mortes après les inondations. Beaucoup d'arrêts cardiaques et de cancers fulgurants chez les personnes sinistrées. Les gens vivent sur un fil. Ils sont de plus en plus précarisés. Et dès qu'il y a une crise, ils basculent. Mais quand on les écoute, on a les larmes aux yeux tant ils sont solidaires. On a oublié les vivants et les morts. Il y a une partie de nous qui est partie avec l'eau. J'étais à la fenêtre du 1er étage et ils sont venus me prendre dans la pelle d'un bulldozer. On m'a déchargé à la pompe à essence de mon fils. Et là, je l'ai vu qui raclait l'eau à sa porte. Je me suis dit, oh mon Dieu, il a aussi de l'eau. C'est la dernière image que j'ai de mon fils. Après, je ne sais plus rien. C'est vide. C'est vide. Comment est-ce qu'il est mort, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est du plastique qui s'est mis dans l'hélice du Zodiac. Au mauvais endroit et au mauvais moment. 10 mètres de plus et mon frère était sauvé. Mon médecin m'a dit qu'il était peut-être mort d'hypothermie parce que l'eau était glacée. Est-ce que c'est ça qui l'a tué ? Mort par hypothermie ? Par noyade ou par un coup avec un objet dans l'eau ? Est-ce que ce sera dans le rapport ? J'en sais rien. J'ai l'impression que la vérité s'éloigne plutôt que de se rapprocher. Il n'y a pas une histoire plus pénible que l'autre. Elles le sont toutes. Et on est tous courageux. On est resté sur la terre. Ça va. Mais toujours l'eau. On ne voit que ça. Je sors, je vois l'eau. Dans la cour, dans la rue, toujours l'eau.
Les autres, ils voient seulement les photos, mais dans ma tête, c'est en vrai. On vit avec ça.